Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Cette téléconférence est enregistrée. Tous les participants sont à présent en mode écoute seulement. Si vous êtes branché par téléphone et que vous avez besoin de l'assistance du téléphoniste, appuyez sur étoile 0. Les participants sur le web qui désirent un soutien sont invités à utiliser la boîte de dialogue à l'écran. Je donne la parole à Madame Jennifer Verma, directrice principale collaboration en matière d'innovation et d'amélioration. Jennifer Verma. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre 6e webinaire de contenu pour l'approche Inspired de la MPOC, projet collaboratif d'amélioration des soins et de création de la valeur. Passons tout de suite aux objectifs de notre webinaire. Nous allons tout d'abord évoquer le soin des patients aux besoins thérapeutiques complexes. Ceci prolonge l'entretien que Cathy Simpson a commencé à notre atelier de février, voire même auparavant. Nous allons parler de l'impuissance du clinicien dans de telles circonstances et de la possibilité d'utiliser ce sentiment comme baromètre de ce qu'éprouve le patient et ses proches. Nous allons également entendre des exemples indiqués par des équipes, fournis par des équipes de modèles d'approche de soins. Beaucoup d'entre vous nous ont dit que, bien sûr, il s'agit de MPOC, mais vous avez des patients qui sont aux prises avec plusieurs maladies, plusieurs problèmes sociaux, démographiques. Alors donc, nous voulons consacrer une partie de cet appel à vous entendre nous dire ce que vous faites et qui donne des résultats ou dans les domaines dans lesquels vous avez besoin de soutien. Ensuite, nous allons parler des soins palliatifs. Comment mettre au point une structure pour entamer les conversations difficiles en fin de vie. Ensuite, nous allons décrire une série d'outils de communication et de feuilles de route pour faciliter ces conversations. Nous avons un plan de scénario aujourd'hui que nous allons vous communiquer et nous allons évoquer également l'amélioration des techniques de communication des prestataires des médecins. Nous avons invité aujourd'hui Cathy Simpson, praticienne en soins spirituels, l'un des principaux membres du corps enseignant pour la collaboration, pour le projet collaboratif, Sean Morton, gériatre, et, à New York à l'Institut de soins palliatifs Lillian and Benjamin Herzberg et au National Palliative Care Research Center, et puis Graham Rocker, bien sûr, directeur médical du programme Inspired. Merci à vous trois. Les équipes seront représentées par Rick Steeney, responsable du programme de la région sanitaire de Saskatoon, Corey Paul, responsable de la pratique avancée, et le Dr. Janice Rickman-Eisenstadt, pneumologue au Alberta Health Services, région d'Edmonton. Il paraît qu'il fait très très beau à Edmonton. Nous ne pouvons que vous envier. Et Callie O'Halloran sera peut-être des nôtres. Nous vous l'annoncerons le moment venu. Sinon, l'expérience de Callie sur la prise en charge des soins complexes vous sera communiquée pendant un appel à venir. Alors, je vais immédiatement donner la parole à Cathy Simpson pour aborder la première partie de notre appel. Cathy Simpson. Merci, Jen. Rapidement, reprenons le fil de cet entretien que nous entretenons, que nous prolongeons plutôt sur les besoins les patients ayant des besoins thérapeutiques complexes. Pourquoi y revenons-nous constamment? Pourquoi prolongeons-nous cet entretien? C'est parce que c'est un domaine qu'il est difficile de prendre en charge, de s'approprier, et j'ai hâte d'entendre les exemples que nous donnerons les équipes qui font des exposés aujourd'hui. Quand on songe à la manière de prendre en charge les patients aux besoins thérapeutiques complexes, le but consiste naturellement à identifier conjointement les objectifs les plus importants pour le patient et sa famille et travailler ensemble, puisque bon, en principe, nous voulons dispenser des soins axés sur le patient. C'est la base de notre travail à Halifax et pour la plupart des équipes. Donc, comment, de concert avec le patient et sa famille qui participent à ces soins, déterminer sur quel point il s'agit de travailler, quels sont les objectifs les plus importants. Mais quand il s'agit de patients qui vivent avec des situations très complexes, il est parfois difficile de déterminer quels sont les buts auxquels on peut travailler conjointement. Et toute la notion de la complexité peut surgir en raison de plusieurs facteurs différents. La maladie elle-même, la MPOC, peut être une affection très complexe à gérer, mais comme Jennifer Verma l'a dit, bien souvent il ne s'agit pas uniquement de MPOC. Isolément, en général, il s'agit d'une affection comorbide qui s'accompagne d'autres défis que le patient doit relever. Il y a également beaucoup d'incertitudes dans ce genre de maladie chronique. On ne sait jamais au juste
qu'est-ce qui va se produire, et nous savons que traiter une infection peut affecter les issues d'autres affections. Beaucoup de nos patients ont besoins thérapeutiques complexes sont aux prises avec des déterminants sociaux négatifs qui affectent leur situation de vie. Il y a parfois des problèmes cognitifs, une dynamique familiale très complexe, une dynamique sociale très complexe et parfois présente. Donc toute l'idée de la complexité et de son origine peut affecter les buts que le patient jugera importants, par opposition ou pour les distinguer des buts qui nous paraissent importants en tant que soignants. Et puis, il y a également un ethos dans notre système de soins de santé en médecine, une philosophie qui est basée sur la notion de la pratique fondée sur des données probantes. Il y a une culture scientifique axée sur la certitude. Bon, l'essai clinique randomisé à double insu, c'est vraiment la norme en matière de recherche. Le problème, c'est que les patients ne vivent pas dans ce genre de situation, et puis nous avons affaire à des patients individuels, pas à des populations. Donc la manière dont nous abordons, dont nous prenons en charge ces patients individuels, après que nous disposons des données probantes issues d'une population, parfois la transition est difficile. Il y a également notre modèle qui est vraiment axé sur les soins actifs et axé sur la guérison, même si on change parfois de vitesse quand nous mettons au point des programmes comme Inspired. Dans la santé, nous avons le réflexe d'intervenir. Nous voulons pouvoir guérir, nous voulons pouvoir aider, nous voulons pouvoir raccommoder les patients. Et puis, il y a toute la notion de la comorbidité chronique dans des situations de vie complexes, remet vraiment cet équilibre en question. C'est ce qui peut déclencher un sentiment d'impuissance chez les cliniciens lorsque nous faisons face à des patients et leurs familles qui vivent avec une souffrance qui va s'aggravant, s'empirant. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu dire « il n'y a rien qu'on puisse faire de plus ». Nous savons que ce n'est pas, d'abord que ce n'est pas vrai. On peut toujours dispenser des soins, même s'il n'est pas possible de réaliser des interventions qui ont même un potentiel curatif. Bon, une rapide revue. Donc, Hudon et collègues en 2011 ont publié un article portant sur les soins centrés sur le patient et les 4 éléments, donc l'expérience de la maladie, la totalité de la personne, la relation patient-médecin et le terrain d'entente. Donc, la notion de la relation, de l'alliance thérapeutique entre le patient et le médecin est très importante, car cette relation, cette dynamique peut constituer une modalité thérapeutique en soi. Parfois, même si l'on ne peut faire rien d'autre, établir une relation de confiance avec le patient, cela peut être perçu par le patient comme une atténuation de sa souffrance. Mais à tout le moins, c'est une dynamique bidirectionnelle. Même si on parle de soins centrés sur le patient, ça ne veut pas dire qu'il n'est question que du patient. Si l'on ne prend pas en compte, dans une certaine mesure, ce qui se passe chez les cliniciens, cette relation thérapeutique n'est pas vraiment équilibrée et peut beaucoup perdre en efficacité. L'impuissance du clinicien, c'est-à-dire le fait de penser que l'on ne peut plus rien faire, ou que rien de ce que l'on peut faire ne donnera quoi que ce soit, cela peut avoir un impact sur les soins et sur les issues. Et les patients nous le disent d'ailleurs. Donc, une bonne partie de mon propos aujourd'hui est tirée de 3 articles, l'un publié en 2015 dans The Journal of Palliative Medicine par Beck Retchen, cardiaque à Halifax, un article publié par le Dr. Sean Morrison, que nous allons entendre dans la deuxième partie de cet appel, est l'un des co-auteurs d'un article publié dans le JAMA en 2011. Les co-auteurs étaient Mayer et Bach. Et un 3e article dans la Journal of Palliative Medicine en 2005 de Pérez et collègues. Alors, il s'agit d'articles qui évoquent justement cette notion de l'impuissance du clinicien et son impact sur les soins que nous dispensons.
Donc, le coût éventuel de l'impuissance du clinicien est important, car ce sentiment peut affecter les soins à tous les niveaux, au patient et à sa famille, bien sûr, peut affecter les cliniciens, peut affecter le système de soins de santé et la société dans son ensemble. S'agissant des patients et de leur famille, la qualité des soins peut en être réduite, puisque l'on ne repère pas nécessairement les valeurs qui sont propres au patient et à sa famille qui sont importantes dans la prise de décision médicale. Cela peut entraîner l'établissement d'objectifs de soins incohérents, aggraver l'utilisation des soins et l'utilisation inappropriée d'interventions thérapeutiques en fin de vie, faute d'avoir suscité la participation à de bonnes décisions de santé. Cela peut susciter la méfiance du parent et de sa famille à l'égard du système médical et des professionnels de santé, et cela peut entraîner un usage accru des ressources de santé. L'impact sur le clinicien, bon, cela peut entraîner des émotions comme l'apparition d'émotions comme le cynisme, l'impuissance, le désespoir, la frustration. Cela peut entraîner un sentiment d'isolement professionnel et puis un sentiment de productivité décrue, une perte de confiance et des erreurs déontologiques, comme par exemple la transgression de frontières professionnelles. Nous constatons que parfois, lorsque les cliniciens se sentent impuissants, ils ont peut-être tendance à trop se rapprocher, faire preuve d'une vigilance désespérée excessive. Il y a également la possibilité d'un engagement insuffisant, où le clinicien s'éloigne trop, se résigne, se cantonne dans la passivité, voire l'apathie, en proie à une fatigue morale tout aussi périlleuse. Et dans des cas extrêmes, ce genre de sentiments peuvent entraîner la dépression, l'épuisement. Plusieurs recherches démontrent que l'épuisement est associé avec un nombre accru d'erreurs médicales, une diminution de l'empathie et de la compassion à l'égard des patients, et une prise de décision compromise, de plus grand nombre d'événements indésirables et un taux plus élevé de morbidité physiologique et psychologique et globalement d'insatisfaction au travail. Ça peut également affecter l'observance par les patients des traitements médicaux. Donc, il y a un coût important pour les soins en général lorsque l'on augmente les ressources, la quantité de ressources de santé que les patients et leurs familles utilisent. Ça a un impact sur le système de santé, ce qui globalement affecte la société, puisqu'en tant que contribuables, c'est nous qui payons le coût de ce système et que nous voulons y avoir accès, que nous voulons que les citoyens puissent y avoir accès en cas de besoin. Quels sont donc les facteurs prédisposants? Que devons-nous surveiller? De quoi devons-nous être conscients? Quand on y songe du point de vue du clinicien, du médecin, il peut y avoir des facteurs qui peuvent affecter l'identification du médecin avec le patient. Quelqu'un qui rappelle à ce médecin quelqu'un d'autre à qui il a eu affaire et dont le cas s'est mal terminé ou était particulièrement frustrant. La personnalité du médecin, dans quelle mesure gère-t-il l'ambiguïté, l'incertitude? Dans quelle mesure peut-il gérer des situations, par exemple, comme celle dans laquelle il ne peut jouer son rôle de raccommodeur? Il se peut que le médecin ait récemment vécu une situation personnelle qui affecte la manière dont il établit un lien avec un patient. Par exemple, s'il a été endeuillé dans sa vie personnelle ou s'il est aux prises avec un deuil compliqué et qu'il n'en a encore assumé, cela peut avoir un impact sur la manière dont nous prenons en charge nos patients. Un sentiment d'inadéquation, d'échec répété, réitéré, issu de cas précédents, le fait de réfléchir inconsciemment des sentiments qui prennent leur origine dans le patient et sa famille. Donc le transfert, le contre-transfert, des facteurs psychologiques comme l'identification projective. Les patients dont nous finissons par absorber les sentiments sans nous en rendre compte et des réactions que ceux-ci nous inspirent. Notre propre crainte de la mort, de l'invalidité. Si un patient vit une situation qui nous touche particulièrement pour une raison ou une autre, cela peut nous inspirer un sentiment d'impuissance. Et puis, également, il y a les cliniciens qui gèrent déjà des
problèmes sous-jacents comme la dépression ou la toxicomanie. Ceux-là aussi peuvent être à risque. Il y a des facteurs situationnels, comme par exemple une relation de longue date et étroite entre le patient et le médecin. Peut-être que le médecin est un ami de la famille ou connaît le patient par l'intermédiaire d'un ami commun. Il peut certainement se produire un conflit au niveau des objectifs des soins. Peut-être le patient et le clinicien sont-ils en désaccord ou peut-être d'autres membres de l'équipe ne sont pas d'accord avec le médecin ou même avec la famille en ce qui concerne les buts des soins. Il peut y avoir un conflit entre les obligations professionnelles, les pressions liées à l'emploi du temps. Les patients qui reviennent constamment à l'hôpital peuvent être frustrants et sont étiquetés comme des patients difficiles. Un patient qui occupe un lit d'hôpital depuis longtemps, les hôpitaux subissent une forte pression pour faire ressortir des patients, donner leur congé aux patients dans une période le plus courte possible. Cela peut être un facteur de risque. La situation familiale du patient. Les patients qui sont en colère, déprimés, sont notoirement difficiles à prendre en charge par les cliniciens. Dans la plupart des cas, nous gérons mal les conflits. Nous avons tendance à les éviter plutôt. Si le patient a été un professionnel de la santé, ça complique parfois les choses. Et puis, parfois, le patient est connu pour d'autres raisons, un élu local ou alors une personne issue d'une famille complexe, dysfonctionnelle, ou alors un patient qui a déjà acquis une certaine méfiance à l'égard du système. Tous ces facteurs sont prédisposants. À quoi ressemble l'impuissance du clinicien? Il y a des signes et des émotions. Les signes, par exemple, l'évitement, le retrait des soins. Lorsque vous voyez un patient tous les jours et que tout à coup vous cessez de le voir, il peut y avoir des cas de mauvaise communication interprofessionnelle. Le fait de ne pas prendre des notes sur le dossier, le fait de ne pas mettre des collègues au courant alors qu'ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Le fait de remarquer constamment, plutôt de remarquer soudain des remarques condescendantes ou dénigrantes au sujet du patient et de sa famille. Un manque d'attention aux détails cliniques, c'est là que les erreurs peuvent se glisser, ou peut-être présenter des signes physiques de tension et de détresse. Le fait de voir le patient trop souvent, il s'agit de l'hyper-engagement que j'ai évoqué tout à l'heure. Si vous voyez un patient tous les jours et que tout à coup vous passez par sa chambre 3 ou 4 fois par jour, les émotions qui accompagnent ces signes et qui les sous-tendent, dans bien des cas, la colère, le ressentiment, sentiment d'asservissement, de victimisation également par la famille du patient, sentiment d'échec, de dévalorisation, de culpabilité, de honte, le complexe messianique, même si on ne le reconnaît pas toujours, ce besoin de raccommoder et le fait d'éprouver un sentiment d'échec quand on ne peut pas y arriver dans la maladie chronique complexe, c'est assez irréaliste. Également des pensées envahissantes par rapport au patient ou un cas, ou alors le fait de voir dans la détresse du patient et de sa famille, dans sa communication constante au sujet de cette détresse, une forme de manipulation. Considérer que c'est pour le patient, pour sa famille, le moyen de vous interpeller plutôt que de tâcher de voir ce qu'ils éprouvent. Alors, comment pouvons-nous commencer à remédier au sentiment d'impuissance du clinicien? Il existe plusieurs modèles ou cadres que l'on retrouve dans les articles que j'ai évoqués. Il s'agit en gros de 4 étapes. Essentiellement, il faut apprendre à reconnaître et à résister à notre impulsion initiale dans ces situations, c'est-à-dire la fuite, le combat ou la paralysie. Il faut tâcher de s'éloigner de la situation, donc la réaction de retrait, ou alors le combat. Donc, affronter, mais affronter selon des modalités qui ne sont pas aussi appropriées qu'elles pourraient l'être, ou alors le fait d'être paralysé et de ne pouvoir intervenir aucunement de façon utile. Donc il faut apprendre à reconnaître et à résister à ces comportements, développer et appliquer des compétences de pratique autoréflexive. Ce genre de webinaire ne se prête pas à cet élément-ci, mais il existe énormément de littérature et il y en a de plus en plus sur la manière dont les praticiens peuvent acquérir des compétences autoréflexives et améliorer leur pratique clinique en ce faisant. Il s'agit également donc de transformer l'impuissance en vecteur de compréhension de l'expérience des patients et de leur famille.
quand on reconnaît que nous commençons à éprouver de l'impuissance, souvent cela reflète ce que ressentent les patients et leurs familles aussi. Ils se sentent submergés, dépassés par des circonstances, par la situation, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, où ils peuvent se tourner. Cela ressemble beaucoup à l'impuissance que les cliniciens éprouvent dans cette même situation. Alors, le fait de s'apercevoir de cela, d'en prendre conscience, et puis utiliser cette prise de conscience pour voir où nous en sommes sur le continuum d'engagement ou d'alliance thérapeutique avec le patient, utiliser ce phénomène comme indice qui peut nous aider à intervenir plus utilement, accompagner plus utilement, plus constructivement le patient et sa famille. Utiliser l'empathie, le sentiment d'authenticité, de compassion pour communiquer avec le patient, et sachant qu'il faut communiquer aussi en tant que professionnel, certes, mais également à un autre niveau, au niveau humain. Et nous pouvons reconnaître que même si la médecine et les soins de santé en général ne nous encouragent pas à reconnaître ce genre d'émotions, en tant qu'êtres humains, nous créons des espaces affectifs autour de nous dans nos interactions, et à moins de prendre en charge, de nous approprier notre rôle et dans cette situation et son effet sur les patients et leurs familles, nous pouvons créer des dégâts sans même le savoir et compromettre notre propre satisfaction professionnelle. Donc, la communication attentive est l'essentiel. Le Dr Morrison va nous en parler dans son volet du webinaire. La communication est l'outil indispensable à l'établissement d'une relation. Dans les soins spirituels, notre formation prévoit une écoute active, une présence, une prévenance. C'est là notre intervention essentielle. Et je puis témoigner du fait que le fait de faire régner une présence calme et sereine au chevet du patient, ou quel que soit le lieu où se déroule l'entretien, cela permet à la famille de puiser une force dans ce genre d'engagement en cas de crise et permet au patient et à sa famille de franchir ces obstacles, de s'en sortir lorsqu'ils se sentent dépassés. Cela permet de favoriser avec vous une interaction qui leur permet de commencer à vous entendre tout en créant un climat de confiance. Donc, il s'agit donc de parvenir à l'identification des objectifs du patient pour négocier, trouver un terrain d'entente. C'est la base de la manière dont nous pouvons travailler avec les patients ayant des besoins thérapeutiques complexes. Jennifer Verma, merci beaucoup. À présent, nous allons entendre l'expérience de nos équipes. Commençons par Rick Steen de Saskatoon. Tout comme Corey et Janice, je sais que vous êtes branchés sur le webinaire. Je vous conseille également de composer le numéro de téléphone. Nous allons entendre Rick Steen d'abord et ensuite nous allons entendre Janice et Corey nous parler des Alberta Health Services. Passer à la deuxième partie de notre présentation avec le Dr Morrison. D'abord, Rick Steen. Rick Steeney. Merci beaucoup, Jen. Tout d'abord, un peu de contexte pour expliquer notre objectif en fonction de notre point de départ. La première diapositive récapitule ce que la médecine doit être. Dans la mesure du possible, prévenir la maladie. Il s'agit de la meilleure modalité de soin. Mais faute de prévenir la maladie, il s'agit de trouver moyen de la traiter. C'est à cela qu'une bonne partie de nos ressources en soins de santé sont consacrées. La prise en charge, la gestion des maladies existantes. Et faute de traiter la maladie, le troisième rôle de la médecine consiste à atténuer la souffrance. Bon. Vous voyez que mes compétences, je n'ai pas le talent de créer des diapositives attrayantes. J'ai tâché d'illustrer mon propos afin de le clarifier. Quand on considère le développement du processus de la maladie, de la progression de la maladie, on peut prédire assez clairement où se dirigent les patients dans la progression de la maladie. Cela nous aide à déterminer comment nous pourrions les rejoindre, quelles pourraient être nos interactions avec eux.
Cela nous permet de déterminer quels pourraient être certains de leurs besoins. Dans notre expérience, nous avons attiré la plupart de nos patients en milieu hospitalier, dans les services, une fois qu'ils sont admis, c'est-à-dire une fois qu'ils ont largement entamé la phase aiguë, phase active, de soins actifs. Ils sont diagnostiqués, c'est confirmé, ils se sont déjà rendus à l'urgence, ils ont été hospitalisés. Et c'est à ce moment-là que nous cherchons à les rejoindre. Lorsque nous réussissons, lorsque nous constatons qu'ils sont prêts à travailler avec nous, nous pouvons démontrer de très bons résultats. Les personnes qui choisissent d'avoir des interactions avec nous, nous avons constaté une réduction de 71% de réadmission à l'hôpital attribuable à la MPOC, 62% de réduction du nombre de jours d'hospitalisation, 44% des nombres de visites à l'urgence après 1 an. Et ce qui est encore plus prometteur, c'est que ces avantages semblent se confirmer et durer pendant au moins 3 ans après l'issue du programme, où on a maintenu une réduction de 64% des admissions et de 30% des visites à l'urgence. Tout cela est très encourageant. Nous étions très satisfaits, très heureux, mais lorsque nous avons examiné les données de façon plus méticuleuse, il y a une question qui nous a inquiétés, un point qui nous a inquiétés. Nous avons constaté que nous attirions moins de patients que nous le devrions. La raison pour laquelle nous constations que les gens déclinaient de recevoir nos services, ça nous dépassait. On se demandait, mais qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas qui ne nous permet pas de rejoindre ces patients? Alors, nous avons envisagé l'emploi d'un outil de Harms 8. Nous avons interrogé des gens qui avaient décliné notre service. Et puis, nous avons interrogé ceux qui avaient accepté de participer à nos programmes. Est-ce qu'il y a une différence entre ces groupes? Il y a 2 hôpitaux principaux à Saskatoon qui reçoivent des patients atteints de MPOC, le Royal University Hospital et le St. Paul's Hospital. Il y en a un qui est dans une région, dans une zone plus proche de notre quartier de centre-ville, l'hôpital St. Paul's. Alors, nous nous sommes demandé s'il y avait peut-être des types de patients différents qui fréquenter un hôpital ou un autre. Alors nous avons appliqué cet outil et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait vraiment 3 thèmes qui ressortaient. Et le premier thème, c'est que si vous demandez aux membres du personnel, lorsqu'ils rencontrent le patient, s'ils avaient des inquiétudes quant à la possibilité pour le patient de se conformer au traitement recommandé, les employés parvenaient très bien à déterminer quels étaient les patients qui, selon eux, n'étaient pas prêts à travailler avec nous. Ceux qui étaient prêts à travailler avec nous avaient tendance à s'inscrire au service. Et ces gens-là réussissaient très bien, finalement, avaient des issues favorables. Donc la complexité du patient, cela ne déterminait pas vraiment si oui ou non il y avait des participants. Il y avait globalement un groupe, il s'agissait de groupes qui étaient également difficiles, mais cela ne semblait pas un facteur déterminant dans la décision de décliner ou d'accepter. Mais ce qui est ressorti toutefois, c'est que la santé mentale, et spécifiquement la toxicomanie active, ces patients avaient beaucoup moins de chances, étaient beaucoup moins susceptibles de s'inscrire à nos programmes. Et puis en bas, tout en bas, une petite surprise, mais en y réfléchissant, ce n'est peut-être pas étonnant. Les gens qui étaient sans doute vers la fin, la finale du processus de maladie, la maladie qui abordait un stade plutôt palliatif de leurs soins, ces gens-là étaient moins susceptibles de s'inscrire à notre programme. Quand nous avons étudié ces données, cela nous a permis de voir avec un autre regard les personnes avec qui nous travaillons. Quand vous regardez le nombre de visites à l'urgence, le type de patients qui y étaient, on commence à voir certains thèmes émerger. Le premier thème, c'est que le quart des patients qui s'adressent à l'urgence, pour le quart de ces patients, on pourrait dire qu'ils étaient à la phase ultime de soins palliatifs. Et donc leurs besoins portaient plutôt sur leur approche de la mort, et la seule avenue qui était à leur disposition,
consistait à se rendre à l'urgence, ce qui est bon, une façon plutôt médiocre de prendre en charge une fin de vie. Nous avons également constaté qu'un nombre important de personnes qui se présentent à l'urgence ou dans le système de santé ont des antécédents actifs et même des problèmes actifs de toxicomanie et de santé mentale. Et c'était un groupe dont les membres recouraient fréquemment, se présentaient fréquemment à l'urgence. Et puis, nous avons constaté que les personnes qui, pour des raisons quelconques, inconnues de nous, il y avait des gens qui avaient tendance à refuser notre service. Et c'est devenu une source de frustration pour une bonne partie du personnel. Nous nous efforçons de rejoindre ces patients et nous parvenions à des obstacles. Ils ne voulaient pas signer, ils ne voulaient pas répondre. Alors, nous avons la chance que lorsque nous rencontrons des personnes qui sont prêtes à travailler avec nous, bon, elles s'inscrivent dans le programme et comme je l'ai dit plus tard, les résultats, les issues sont très positives. Ce que nous fournissons, ce que nous donnons est très utile pour les patients qui participent. Alors, nous avons commencé à explorer ce que nous pourrions faire différemment. Alors, je vais revenir en arrière un peu. Nous avons commencé à explorer ce que nous pourrions faire différemment pour essayer de comprendre pourquoi les patients déclinaient nos services. Est-ce qu'il y aurait une autre manière de les aborder? Comment pourrions-nous reconfigurer nos services pour mieux répondre aux besoins de ces patients? Donc, on a commencé à nous concentrer sur la création d'une relation avec le patient et ses proches, de déterminer ses besoins. Le premier besoin du patient n'était pas nécessairement le traitement de sa MPOC. Nous avons donc engagé un travailleur social. Lorsque les membres du personnel rencontraient un patient et estimaient que le patient n'était guère susceptible de participer à notre service ou de se conformer aux prescriptions de soins, nous avons commencé à les adresser à notre travailleur social. Le travailleur social, alors, regarde les besoins principaux du patient et commence à étudier ses besoins et en nous demandant si, bon, une fois que nous avons identifié les obstacles à la participation, s'opposant à la participation, et que nous commençons des interventions pour tâcher de surmonter ces obstacles, est-ce que cela amènerait les patients à un point où ils sont prêts à participer à une gestion améliorée de leur MPOC? Autrement dit, est-ce que nous pouvons faire parvenir, faire progresser ces personnes jusqu'au point où ils sont prêts à travailler avec nous? C'est sur cela qu'a porté notre projet. Nous sommes très encouragés par le fait que nos constatations initiales ont été positives. Lorsqu'un travailleur social accompagne le patient, qu'on aide le patient à surmonter les obstacles, le patient parvient au point où il est prêt à jouer un rôle plus actif dans la prise en charge de sa MPOC. Je dois dire que nous avons beaucoup appris dans le cadre de ce projet. J'ai eu la chance de travailler dans le secteur des affections chroniques depuis une trentaine d'années et cette dernière année a été vraiment riche en enseignements pour moi. Au fur et à mesure que nous établissons ces relations, nous pouvons aider les patients à évoluer vers la réponse à leurs besoins et ils répondent à nos démarches. Et les leçons que nous tirons de ce projet s'appliquent pas uniquement à la MPOC, mais à toutes les affections chroniques. Comme nous l'avions dit plus tôt, nous avons également constaté qu'il existe tout un groupe de patients qui approchent de la fin de vie et qui pourraient être pris en charge, recevoir des soins de façon beaucoup plus appropriée. Le rôle principal de la médecine est de surmonter bon, dans bien des cas, le fait que les patients atterrissent à l'urgence encore et encore parce qu'il n'y avait aucun autre endroit où ils pouvaient aller, ce n'était pas la meilleure façon de prendre en charge le MPOC. Bon, je dois vous m'excuser, j'ai beaucoup plus de questions à ce stade du projet que de réponses. Nous nous efforçons de mieux comprendre
les thèmes, la façon dont nous pouvons ajuster nos systèmes afin de mieux répondre aux besoins des patients et en définitive améliorer leurs soins. Voilà qui conclut essentiellement ce que j'ai à vous proposer. Jennifer Verma, merci beaucoup. Rick Stinney, merci de nous avoir fait part de ces questions. L'une des raisons principales pour lesquelles nous favorisons les projets collaboratifs, c'est que c'est utile de réfléchir en commun, d'utiliser ce genre de mécanisme pour mettre en commun les expériences et les questions. Nous allons à présent entendre Corey Paul et le Dr Janus, pneumologue à Alberta Health Services, région d'Edmonton. Ils nous téléphonent depuis deux endroits différents. Je vais donner d'abord la parole à Corey Paul et puis nous pouvons ouvrir la ligne pour Janus. Alors, il n'y a pas de diapositive. Corey et Janus vont évoquer leur expérience. Corey Paul. Bonjour, vous m'entendez? Je vous téléphone depuis la résidence de ma fille à l'Université de Californie à Riverside, où je suis en vacances. Nous sommes très, très heureuses, Janus Richmond Eisenstadt et moi-même, de participer à votre séance aujourd'hui. Nous espérons présenter l'histoire d'une patiente et de son équipe de soins. Il y a un excellent chevauchement entre la MPOC en stade terminal et les autres diagnostics de soins palliatifs. Donc les soins deviennent plus complexes, mais également la voix donc, de la patiente devient plus riche en enseignement au fur et à mesure qu'elle approche de la fin de vie. Bon, les soins actifs, la médecine de réhabilitation, de réadaptation, ça c'est une chose. Mais quand on se rend au domicile du patient, on constate que le moment est venu de trouver une relation mutuelle, une relation intentionnelle qui exige beaucoup de conversations, qui exige que l'on utilise le contenu, que l'on obtienne le consentement pour la prochaine étape. Alors, quand on se déchausse en entrant chez le patient, on se rend comme un visiteur et les relations se placent sous un signe différent. Il s'agit d'une relation harmonieuse qu'il s'agit d'orchestrer. Alors, je vous donne la parole, Janus. Janus Richmond Eisenstadt. Très bien. Donc, moi, je vais vous parler d'une patiente qui a été repérée par une de nos infirmières praticiennes à domicile comme ayant besoin d'un soutien accru à domicile. Cette infirmière praticienne m'a demandé de procéder à une consultation de réadaptation pulmonaire au domicile de la patiente avec l'inhalothérapeute. Et l'infirmière praticienne a également trouvé un médecin de famille pour cette patiente qui fait des visites à domicile. Cette patiente avait fait l'objet d'un suivi par un inhalothérapeute à domicile depuis des années. J'ai commencé à faire des visites à domicile conjointes avec l'inhalothérapeute et l'infirmière praticienne et le médecin de famille. Mais je vais commencer par l'appel que j'ai reçu un vendredi, toujours un vendredi en septembre, quand le mari m'a appelé à mon cellulaire, mon portable, en disant, paniqué, que sa femme se sentait très faible après être rentrée dans la maison pendant seulement une semaine depuis du service de gériatrie. Il était désespéré, il ne pouvait plus répondre à ses besoins. C'est une dame de 84 ans avec la MPOC qui a l'oxygène à domicile depuis 5 ans, insuffisance respiratoire hypercatonique compliquée par un diagnostic de déficience 4 ans auparavant, exigeant un remplacement d'immunoglobuline intraveineuse, tout productif chronique, hernie hiatale, risque d'aspiration accrue,
troubles du sommeil, anxiété, essentiellement confinée à domicile. Elle avait été hospitalisée pendant 6 semaines à l'hôpital Glen Rose. C'était un séjour prolongé en réadaptation gériatrique. Elle s'était améliorée, mais elle est devenue elle est tombée très malade, pneumonie due à l'aspiration, et elle n'a pas pu bénéficier de son séjour autant qu'on l'espérait. C'était une admission suscitée par le médecin de famille. Il s'agit d'un programme qui est en fait supervisé par les médecins de famille. Alors, en tout cas, pour en revenir au mari, il me téléphone et il me dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» Auparavant, nous avions eu de multiples entretiens au foyer quant aux objectifs de soins, aux espoirs de la patiente. Elle avait espéré mourir à domicile le moment venu, mais reconnaissant également que son mari n'était pas en mesure de gérer la situation. Donc le projet, c'était qu'elle aille dans un hospice. Alors nous voilà, un vendredi après-midi, la fin de semaine approchait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai contacté le centre d'accès communautaire pour établir le contact avec l'infirmière de soins palliatifs de garde qui a immédiatement envoyé l'inhalothérapeute de garde pour faire le suivi pendant la fin de semaine parce que l'équipe d'évaluation de soins palliatifs, l'évaluation palliative, c'est différent des soins palliatifs à domicile. Si vous voulez aller à un hospice ou à une unité de soins tertiaires palliatifs, il faut faire l'objet d'une évaluation préalable par une infirmière et un médecin en soins palliatifs de l'équipe d'évaluation. Alors, entre-temps, nous demandons donc l'infirmière de soins palliatifs, l'inhalothérapeute à domicile pour faire le suivi pendant la fin de semaine. Et puis, j'ai rappelé le mari pour lui dire, vous savez, on ne peut pas faire l'évaluation jusqu'à la semaine suivante. Entre-temps, est-ce que vous avez le sirop de morphine que votre médecin de famille et moi-même avions évoqué il y a 4 mois? Oh oui, j'en ai. Heureusement, même si, bon, j'ai des liens avec certaines pharmacies communautaires qui seraient ouvertes 24 heures sur 24 ou qui connaissent bien nos clients de soins palliatifs qui ont besoin de médicaments dans l'urgence. Alors je lui ai dit, donnez-lui 2 mg de la morphine maintenant, et puis 1 mg avant le petit déjeuner, le dîner au coucher, et vous pouvez utiliser les 2 mg une fois par heure si elle est essoufflée. Donc le temps que l'inhalothérapeute de garde de la fin de semaine se rende chez elle, elle allait mieux. Et j'ai appelé pendant la fin de semaine et c'est elle qui a répondu au téléphone, c'est elle qui m'a parlé et elle faisait la cuisine. Le temps que l'équipe d'évaluation de soins palliatifs se rendait à son domicile, elle avait décidé de décliner d'aller à l'hospice et de vouloir rester à son domicile. Elle n'est toujours pas à l'hospice. Elle a eu un seul épisode de pneumonie depuis lors, aucune visite à l'urgence. Elle est suivie par un médecin de famille, son infirmière praticienne et l'inhalothérapeute de soins palliatifs à son domicile. Alors, il y a une chose qui m'a fait énormément plaisir, c'est qu'on a un réseau de soutien pour dispenser les soins à cette patiente là où elle voulait les recevoir. Elle était satisfaite de cela et encore plus, sa famille était rassurée par le réseau de soins qui avait été mis en place pour répondre à ses besoins de façon rapide et de manière à la soutenir. C'est un exemple de ce qu'on utilise pour se concentrer sur l'élaboration d'un réseau pour avoir l'accès aux soins, l'accent étant mis sur les communications rapides. Les magasins d'appareils, d'accessoires, l'inhalothérapeute qui est de garde 24 heures sur 24. Au lieu d'aller à la salle d'urgence, on peut avoir une évaluation à domicile et l'inhalothérapeute peut établir des liens peut prendre contact avec l'infirmière praticienne, le médecin de famille ou moi-même. Alors, je voudrais donc donner la parole à Corey, rendre la parole à Corey qui va continuer d'évoquer d'autres aspects de l'expérience de cette patiente atteinte de MPOC au stade avancé.
Corey. Alors, j'ai eu la chance d'interviewer la patiente et son mari pour évoquer donc les soins, les problèmes de soins qu'ils avaient eus avant que notre équipe n'intervienne. Et nous avons essayé de déterminer s'il y avait des aperçus que nous pouvions en tirer. Tout d'abord, tous deux nous ont dit que demander l'aide aux soins actifs ou à l'urgence n'est pas un choix. C'est un acte de désespoir lorsqu'il décroche le téléphone et qu'il compose le 911. Et le patient est alors transporté à l'urgence ou admis dans les soins actifs, parfois même les soins intensifs. Le patient a dit que, bon, lorsque le mari nous a dit que lorsqu'il était à domicile, il se sentait engagé et se sentait engagé dans les soins. Se sentait déjà engagé dans les soins qui sont dispensés à sa femme. Or, lorsque l'on se déplace en salle d'urgence ou dans les soins actifs, bien souvent le mari n'avait même pas part aux décisions de soins. Il était escorté dans une autre salle ou invité à rester hors de la salle d'imagerie diagnostique lorsqu'il y avait une consultation, il n'y participait pas. Donc sa satisfaction au niveau de la participation en salle d'urgence et dans les soins actifs était très négative. Mais dès que le couple retournait à domicile, le mari redevenait un partenaire à part entière dans la prise de décision, puisque les prestataires de soins se sont rendus compte que lorsqu'ils entraient dans leur domicile, que le mari constituait un élément essentiel de l'équipe de soins et devait donc participer aux discussions. Donc nous nous sommes rendus compte à quel point il s'agissait d'un acte de désespoir que d'appeler le 911. Un des éléments que nous explorons à l'heure actuelle, c'est le fait que nous recourons à nos partenaires pour nous aider dans un programme de traitement en place pour les patients en soins palliatifs. À ce stade, ce programme n'admet pas tout le monde, mais certainement ils sont admissibles les patients considérés comme ayant un diagnostic palliatif ou de fin de vie. Donc, on compose un certain numéro, la famille, un aidant naturel ou un prestataire de soins. Donc, lorsqu'une personne appelle, lorsqu'une de ces personnes recourt au système, on envoie une équipe qui tente de gérer la situation sur place et puis s'assurer qu'il y a une communication avec d'autres partenaires afin que les soins soient supervisés de manière responsable et aussi que la communication circule entre toutes les personnes qui ont part aux soins du patient. Le mari nous a dit que lui et sa femme, lorsque lui et sa femme avaient décidé d'appeler le docteur Janes le vendredi, il savait que ce soir-là, si sa femme mourait, il y aurait une part de lui-même qui mourrait ce soir. Ils ont parlé de leur désespoir et de leur satisfaction à l'égard de la disponibilité de Janes, du docteur Richmond Eisenstein, qui avait répondu à leur appel, qui avait fait le suivi. Et par conséquent, bon, nous devrons expliquer cela, mais par conséquent, il a dit qu'il serait davantage enclin dans l'avenir à téléphoner au docteur Richmond Eisenstein qu'au 911. Il faut que nous approfondissions les détails de cet énoncé parce que nous voulons que les services d'urgence représentent la première ligne d'intervention lorsqu'il faut demander de l'aide immédiatement. Mais bien souvent, on peut avoir l'intuition de la confiance que le docteur Richmond Eisenstadt a suscité chez le patient par sa disponibilité. Un dernier élément sur lequel je voulais attirer votre attention, j'ai été frappé, parce que j'ai parlé à la patiente, par
un problème qu'elle avait évoqué. Elle a parlé de sa culpabilité. Elle avait parlé donc d'un fardeau. Elle m'a dit qu'elle n'en parlait pas beaucoup. Elle se sent coupable d'avoir pris la décision de fumer. Elle se sent coupable pour chaque jour qu'elle a fumé. Et elle se sent coupable d'avoir imposé les conséquences de cette décision à son mari, à sa famille et aux fournisseurs de soins qui la viennent voir à domicile. Et bon, j'en ai parlé au docteur Richmond parce que je ne sais pas où nous en sommes en ce qui concerne les communications non dites qui se présentent comme des opportunités pour nous en tant que praticiens. Moi, je sais que je vais avoir un entretien avec cette patiente au sujet de son sentiment de culpabilité, de honte dont elle a même fait part. Je crois que cela s'inscrit dans la progression vers la mort. Et bon, c'est une observation. Tous nos partenaires dans le projet collaboratif doivent être attentifs aux non-dits aussi bien qu'aux déclarations. Alors, je rends la parole à Jennifer Verma. Merci beaucoup, Corey Paul et Janice Richmond-Eisenstadt. Nous allons vous rendre la parole plus tard au sujet des soins palliatifs. Nous allons passer à ce volet tout de suite. Mais si vous avez des questions, si vous voulez faire un suivi au niveau de vos expériences, des expériences de Rick Stinney, Corey Paul et Janice Richmond-Eisenstadt qui ont si généreusement fait part de leurs réflexions, je vous en prie, communiquez et nous allons présenter d'autres expériences pendant les appels à venir. Graham Rocker écrit, c'est merveilleux de voir donc l'approche d'équipe et donc l'intervention fructueuse d'un médecin. Nous allons présenter donner la parole à Sean Morrison. Sean, je l'ai présenté tout à l'heure, mais je vais participer au scénario que vous allez introduire tout à l'heure. Sean Morrison. Merci. Tout le monde m'entend? Très bien. Alors, au cours des 40 minutes qui me sont imparties, je vais parler de compétences en matière de communication qui peuvent vous aider à évoluer au fil de diverses conversations. Avant de le faire, je voulais mettre en exergue quelques ressources clés. Malheureusement, une a disparu, mais il existe deux extraordinaires de ressources. La première étant un livre de mes collègues Anthony Bach, Robert Arnold et James Tulsky, qui est intitulé Mastering Communication with Seriously Ill Patients, maîtriser la communication avec les patients gravement malades, qui explique les compétences dont ont besoin les cliniciens afin de communiquer avec les patients gravement malades. Et ce qui est formidable avec ce livre, c'est qu'il est très court. Ce que Anthony Bach m'a dit, c'est qu'il l'avait rédigé afin de pouvoir le lire dans un vol transatlantique par exemple. Donc, une autre ressource intéressante, et d'ailleurs je vais en tirer un exemplaire, cela provient du site web Vital Talk que vous voyez au bas de l'écran à droite. C'est un site web extraordinaire qui vous donne divers scénarios de patients, certaines situations que nous allons évoquer aujourd'hui. Et je vous encourage fermement à prendre du temps pour prendre connaissance des ressources qui se trouvent sur Vital Talk. Alors, nous allons commencer par cette image. Il n'y a pas moyen pour moi de vous le dire facilement, alors je vous envoie vers quelqu'un qui le fera. La question que je pose souvent aux gens, lorsque je monte cette diapo, lors d'un exposé par exemple, c'est pourquoi est-ce comique? Car si je changeais le texte et que je disais il n'y a pas moyen pour moi de facilement traiter votre hypertension, ou par exemple votre MPOC, je vais donc vous envoyer vers quelqu'un qui le fera. Personne ne trouvera que c'est comique. Ce qui est rigolo quand on lit cette diapo, c'est que il existe une présomption cachée à l'effet que
nous sortons du ventre de notre mère soit capables de communiquer, qu'on est des communicateurs nés, ou alors qu'on devient des chirurgiens, des dermatologues et ainsi de suite. Et la réalité, cependant, est que la communication, les compétences en matière de communication, et d'ailleurs, nous avons énormément de recherches qui en font la démonstration maintenant, c'est que la communication peut être apprise, peut être enseignée, et que si on s'exerce, on peut même devenir très efficace lorsqu'il est question d'avoir des conversations très difficiles. Alors aujourd'hui, très rapidement, nous vous donnerons un aperçu de ces compétences et comment on peut commencer à les employer dans sa pratique quotidienne. Donc comme Jennifer Verma le disait, nous allons commencer par une interaction très standard entre médecin et un patient. Et par la suite, on élaborera. Or, il s'agit ici d'un cas réel issu de recherche de James Tulsky. Il s'agit d'un enregistrement audio entre une oncologue et son patient. Dans ce cas-ci, il s'agira d'un patient. Alors, je vais demander à Jennifer Verma de faire jouer la conversation. Je veux que vous l'écoutiez. Et tandis que vous l'écouterez, pensez aux occasions ratées et aux erreurs. Jennifer, vous êtes prête? Jennifer Verma, oui. Alors, voici la toile de fond. On est dans un cabinet de médecin. Un patient revient. Je commence par Madame Clark, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bien, parlons de vos analyses de laboratoire et des résultats de votre tomodensitométrie. Bon, je suppose que je suis prêt. Selon nos analyses, votre LDH a de nouveau augmenté. D'accord. Et selon la tomodensitométrie, les ganglions lymphatiques de votre thorax se sont gonflés, ainsi que ceux de votre abdomen. C'est étonnant. Ah bon? Pas ce à quoi nous nous attendions. Je sais que vous vous sentiez bien derrière moi. Est-ce qu'on pourrait revenir en arrière? Bien sûr. Donc, vous dites que les ganglions lymphatiques sont de retour. Ça signifie que le cancer est de retour? Malheureusement, oui. Donc, tout ce que j'ai vécu, ça doit recommencer. C'est ce que vous me dites? Je suis de retour à la case départ, essentiellement? Eh bien, à certains égards, oui, et à d'autres, non. J'aimerais vous en parler davantage, si vous permettez. Écoutez, je ne sais plus quoi penser. J'ai vécu tant de choses pour revenir à la normale. J'ai essayé de faire des choix beaucoup plus simples, de prendre soin de moi-même. Enfin, d'apprendre que le cancer est de retour, c'est difficile à comprendre. Y a-t-il un doute? Eh bien, je suis assez confiant du diagnostic. C'est le retour du cancer du poumon. Je sais que ça a été difficile pour vous d'en passer, mais je veux que vous sachiez que c'est toujours traitable. Pour en revenir à quoi? Où j'en suis maintenant? Alors, Dr. Morrison, parlons de ce qui s'est passé pendant cette petite interaction. Quelqu'un a fait avancer mes diapos et elle ne devait pas avancer. Jennifer Verma. Voilà, Sean, on est de retour. Dr. Morrison, alors, examinons la conversation, examinons ce qui s'est passé au cours de cette conversation. Examinons-la étape par étape. D'abord, les premières remarques. Donc, on a décidé de faire un jeu de rôle avec Jennifer Verma parce que le bon docteur Rocker avait trop peur de le faire. Alors, merci beaucoup, Jennifer. Alors, au début, vous avez un médecin qui passe tout de suite à son programme et qui ne commence pas par comprendre quelle est la situation du patient, se renseigner sur son état de santé. Alors, ça commence par une réaction très focalisée. Celle est focalisée sur le programme du médecin, pas celui du patient. Alors tout de suite, on passe à ce dont voulait parler le médecin, c'est-à-dire ces nouveaux résultats de test, ce que montrent les analyses de laboratoire et la tomodensitométrie. La réaction du patient est, bon, je suppose que je suis prêt. Or, on constate qu'on a une approche centrée sur le médecin. Le médecin ne réagit pas du tout à la détresse du patient. Et tâcher de prédire les nouvelles que le cancer est de retour avec ces histoires de LDH, eh bien c'est difficile. Et je pense qu'un des points fondamentaux, c'est que
Dans ce cas-ci, le médecin fait complètement fi du fait que le patient dit « je suppose ». Est-ce que c'est la permission d'en parler ou est-ce une incertitude? Très clairement, en ce qui me concerne, en ce qui concerne le médecin, dans ce cas-ci, il s'agit d'y aller. C'est une permission. Alors nous, on sait comme cliniciens que je viens de donner à mon patient bien des mauvaises nouvelles en très très peu de temps. Une petite phrase. Votre LDH a augmenté et votre tomodensitométrie montre quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Est-ce que le patient comprend? Je ne pense pas qu'il le comprenne, car sa réaction est « ah bon? D'accord ». Et le médecin réagit en donnant davantage de renseignements. En parlant de ganglions lymphatiques, du thorax et de l'abdomen. Et il dit, c'est étonnant. De nouveau, cette idée que je me sers d'un jargon que je peux connaître très bien et qui est associé avec une réapparition du cancer, le patient ne le comprend pas. Alors, je n'ai pas utilisé le mot cancer car je n'ai pas envie de l'employer, cela m'inquiète, et je termine en disant c'est une surprise. Est-ce une bonne ou une mauvaise surprise? Et la réaction du patient? Ah bon? Et là, on est aux 3/4 de l'entretien et il me semble qu'il y a un décalage entre ce que comprend le patient et ce que comprend le médecin. Et nous continuons. Le médecin dit, oh, je ne m'attendais pas à cela, vous vous sentiez bien. Et enfin, le patient tâche de comprendre ce qui se passe et demande que l'on revienne en arrière. Est-ce que cela signifie que mon cancer est de retour? Et la réaction du médecin est tout simplement oui. Alors la réaction du patient, enfin, est tout d'un coup, elle comprend. Et la patiente réagit à mon oui très confiant avec de l'émotion. Et enfin, on constate qu'il y a détresse, à savoir que la souffrance associée au traitement antérieur ne valait peut-être pas la peine. Et là, je dirais même qu'elle commence à ressentir de la douleur et de la colère. Et ensuite, on revient au médecin qui dit, bah écoutez, à certains égards oui et à d'autres non. De nouveau, le médecin réagit avec un argument intellectuel, rationnel, plutôt qu'émotionnel. Et très clairement, quand on lit la dernière déclaration de la patiente, on voit bien qu'il y a décalage. Elle réagit toujours aux nouvelles et moi j'essaie d'avancer. Et de nouveau, la dernière déclaration du médecin, c'est « je suis assez confiant de mon diagnostic ». De nouveau, il s'agit de réagir à l'enjeu cognitif sans réagir à l'émotion et essayer de la rassurer prématurément. Et elle n'est pas rassurée et en plus, elle ne sait pas quelle sera la suite des choses. Et d'ailleurs, ce que nous avons ici, c'est un exemple de 3 choses qui ont vraiment déraillé. D'abord, ça a été une conversation improvisée. En lisant la transcription, et c'est sans doute votre cas, je constate que le médecin invente au fur et à mesure. Est-ce qu'on irait dans une chirurgie? Est-ce qu'on accepterait une intervention chirurgicale avec un chirurgien qui dirait « Bon, on va vous ouvrir, on verra bien ce qu'on trouvera, je vais improviser ». Jamais, on n'accepterait jamais de subir une chirurgie dans pareilles circonstances. Pourquoi accepterait-on une conversation de la sorte avec un médecin dans d'autres circonstances? Et pourtant, c'est ce qui se produit régulièrement, c'est ce qui s'est produit ici. La deuxième chose qui a déraillé, c'est que le médecin a tout de suite
insister sur l'aspect cognitif, les faits, communiquer que la situation a changé et en plus un manque d'attention aux émotions du patient. Et que se passe-t-il quand on réunit ces choses? Eh bien, on crée de la détresse chez le patient, on a un échec de rassurance et enfin une incompréhension. Soit dit en passant, Dr. Rocker, ce n'est pas seulement les oncologues qui sont comme ça. Alors, comment mieux communiquer avec les patients gravement malades, à part leur donner une pizza? Eh bien, d'abord, pourquoi évite-t-on de parler des mauvaises nouvelles? Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles on l'évite. D'abord, c'est difficile, mais en plus, je dirais, et de manière plus importante, que c'est parce qu'on n'a pas été formé pour le faire. Et ce que j'aimerais faire au cours des minutes qu'il me reste, c'est vous donner un aperçu très général de deux domaines clés de la communication des nouvelles graves. D'abord, les connaissances dont on a besoin. Vous devez avoir d'excellentes connaissances et on sait maintenant à la lumière de la recherche qu'il est possible d'obtenir des connaissances en communication. Vous devez avoir une feuille de route cognitive de sorte que vous n'improvisiez pas, c'est-à-dire que vous compreniez la marche à suivre. Et d'ailleurs, je soupçonne que vous connaissez très bien le protocole SPIKES. Alors, je le passerai en revue rapidement. Et ensuite, nous passerons un peu de temps à discuter des compétences dont on a besoin pour suivre cette feuille de route efficacement et les compétences dont on a besoin pour réagir aux émotions. Et j'espère que vous pourrez prendre ce cadre et commencer à vous exercer lorsque vous rencontrerez vos patients. Alors, examinons très rapidement le protocole SPIKES. Comme je le disais, la majorité d'entre vous connaissez sans doute ce protocole, mais SPIKES signifie 6 domaines clés, 6 compétences qu'il faut savoir pour communiquer efficacement. D'abord, établir le contexte. Pour un grand nombre d'entre nous, ça se produit, on l'espère, dans le domicile du patient, mais si ça se produit dans le cabinet du médecin ou dans le bureau du travailleur social ou de l'infirmière, c'est un moment où on se réserve du temps, ce n'est pas à la fin de la journée. Par exemple, lorsque vous êtes pressé de sortir, ce n'est pas au beau milieu de votre cabinet où vous avez des files d'attente interminables. Non, vous devez prendre le temps de le faire convenablement. Et croyez-le ou non, d'ailleurs j'ai entendu des exemples, ce n'est pas par courriel. Et idéalement, ce n'est pas au téléphone non plus. Alors ensuite, il faut obtenir la perception du patient. Quelle est la perception du patient, de la famille, quant à ce qui se produit, pour ne pas tout de suite entrer dans le vif du sujet avec son propre programme, ses propres intérêts? Dites-moi pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce que vous comprenez de la situation? Invitez le patient à parler, car ça peut être une conversation que souhaite avoir le patient, et il se peut très bien que ce soit une conversation que le patient n'a pas envie d'avoir du tout, ou alors il se peut que ce soit une conversation que le patient n'a pas envie d'avoir maintenant. Peut-être aussi une conversation pour laquelle le patient souhaite être accompagné. Peut-être est-ce une conversation qu'il faut avoir avec le fils ou la fille du patient. Ensuite, partagez vos connaissances. Arrivez à une compréhension commune. Empathie, empathie, empathie. C'est là qu'on a vu un décalage dans l'exemple qu'on vous a donné. C'est-à-dire que le médecin avait une approche intellectuelle, et cela a suscité une réaction émotive auprès du patient. Donc, décalage entre l'intellectuel et l'émotionnel. Il faut comprendre qu'on ne saura jamais ce que vit le patient. Et je dis toujours de ne jamais se servir des phrases comme « je sais ce que vous vivez », même « je comprends ce que vous vivez » est parfois erroné. Mais on peut certainement faire preuve d'empathie en disant, par exemple, « je ne peux pas m'imaginer ce que vous ressentez. Je ne peux qu'imaginer ce que vous pensez pour le moment. » Et évidemment, résumer la conversation. C'est votre feuille de route. Et je vais sauter la prochaine série de diapos.
étant donné qu'on veut avoir le temps de passer à la période de questions. Si ces renseignements sont nouveaux pour vous, alors vous avez ici quelques-uns des détails du protocole SPIKES. Ce sur quoi je souhaiterais insister cependant, c'est concernant l'empathie. Il ne faut pas craindre le silence. Il ne faut pas craindre la possibilité simplement d'exister avec le patient et de ne pas se sentir obligé de parler. J'aimerais un peu parler maintenant des compétences dont on a besoin, car ça c'est difficile. Vous savez, si on regarde la hiérarchie, c'est sans doute plus difficile pour nous les médecins. Les infirmières ont sans doute moins de mal, sont plus à l'aise. Les travailleurs sociaux, évidemment, ça fait partie de leur formation. Et c'est pareil pour les prestataires de soins spirituels. Mais la majorité d'entre nous avons de la difficulté dans des situations où il y a énormément d'émotions. Alors, comment se servir de l'émotion pour améliorer les soins? D'abord, il est très important d'être conscient des émotions et de se servir des données d'émotion dans sa communication. Il faut remarquer l'émotion du patient. Il ne faut pas non plus craindre de l'identifier, car une fois qu'on identifie l'émotion, on peut en parler. Il ne faut pas tâcher de corriger, de calmer, de taire l'émotion. Vous savez, c'est très difficile d'essayer de corriger les choses lorsqu'elles ne se déroulent pas comme on le souhaite. Et enfin, il ne faut pas craindre non plus de légitimer l'émotion explicitement. Il y a 4 principes fondamentaux qui, à mon avis, sont très utiles pour faire face aux émotions. Demander, déclarer, demander. Dites-moi davantage comment réagir. Et ensuite, évaluer le mode d'adaptation de chacun des patients. D'abord, commençons par demander, déclarer et demander. Vous savez, le principe fondamental de la communication, c'est que la communication, dans un domaine ou l'autre, que ce soit la médecine, l'éducation, la science, fondamentalement, la communication exige une compréhension de ce que c'est déjà la personne devant soi, son interlocuteur, et de faire fond sur cette communication. Il est inutile d'enseigner les mathématiques avancées, par exemple les matrices, si on ne comprend pas l'arithmétique. Donc, il s'agit de comprendre ce que c'est le patient. Le seul moyen de le savoir, c'est de poser la question, comprendre le point de départ, c'est-à-dire expliquez-moi ce que vous savez de votre maladie. Il vient d'être à l'hôpital, par exemple. Bon, vous savez qu'il a passé du temps à l'hôpital. Dites, ça doit être difficile. Dites-moi ce qu'on vous a dit quand vous étiez à l'hôpital. Que connaissez-vous des changements de l'évolution de votre maladie? Une fois que vous avez demandé, il s'agit de déclarer. Servez-vous d'un langage clair. Il y a une raison pour laquelle, lorsqu'on fait une formation médiatique, les gens parlent de pas plus de 3 renseignements. Si vous regardez les nouvelles, les politiciens chevronnés, jamais plus de 3 messages ne sont communiqués, car c'est la capacité de rétention de l'auditoire. Plus de 3 et on commence à oublier. Donc, pas plus de 3 renseignements à la fois. Et ensuite, il faut valider la compréhension du patient. Parfois, je ne communique pas bien. Dites-moi ce que vous avez compris de ce que je vous ai dit. Ça doit être un choc pour vous. Pouvez-vous me dire ce que vous avez entendu? Validez, assurez-vous que les gens comprennent ce que vous avez dit. Des exemples à présent. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Y a-t-il autre chose? Quel est l'enjeu le plus important à aborder aujourd'hui? Histoire de s'assurer que nous soyons sur la même longueur d'onde, pouvez-vous me dire ce que vous comprenez de votre maladie? Ou quelle est son évolution actuelle? Que vous ont dit les autres médecins au sujet de votre maladie depuis notre dernière rencontre? Ça, c'est excellent pour les non-médecins, soit dit en passant. Afin de comprendre
ce que pense le patient si vous n'êtes pas médecin, car c'est une question ouverte. Dites-moi ce que tous les autres médecins vous ont dit et ça vous donne beaucoup de marge de manœuvre pour combler les déficits. Histoire de m'assurer que j'ai bien expliqué la situation, pouvez-vous résumer ce que nous avons dit? Dites-moi en plus. J'adore dites-moi davantage, car ça permet de combler bien des carences et aussi de déminer le terrain. C'est très utile. Très utile quand on est incertain ou qu'on trouve qu'une conversation déraille. Et ça peut vous aider car ça permet au patient d'expliquer ce qu'il ressent. Parce que si vous y pensez, toutes les conversations ont 3 niveaux. À un niveau très superficiel, que se passe-t-il? À un niveau un peu plus profond, qu'est-ce que je ressens par rapport à la situation? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Et enfin, qu'est-ce que ça signifie véritablement? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Qu'est-ce que ça me fait sur le plan de mon identité, de ma vie, le rôle de la maladie, comment je me perçois? Donc, dites-moi davantage, c'est très important. Par exemple, ici, pouvez-vous me dire de quelles informations vous avez besoin à ce stade? Pouvez-vous me dire quelques mots sur ce que vous ressentez par rapport à ce que nous avons dit? Pouvez-vous me dire ce que cela signifie pour vous et pour votre vie? Réagir aux émotions. La clé ici, c'est d'accepter. La clé, c'est d'accepter tout simplement ce qui se produit dans la rencontre. Il s'agit de ne pas être critique. Il s'agit de reconnaître que les patients ont leurs propres opinions et sentiments, que c'est normal. Ce qui importe pour vous n'a aucune importance, car ce qui importe, c'est véritablement ce que pense le patient. Et c'est important aussi pour valider la contribution du patient à la relation thérapeutique. Et rappelez-vous que acceptation ne signifie pas accord. Très souvent, c'est le contraire d'ailleurs. Donc, sur le plan des compétences nécessaires pour réagir aux émotions, ce que disent les gens de Vital Talk, c'est qu'il faut avoir les compétences NURSE. Naming, Understanding, Respect, Supporting et Exploring. Donc, identifier, comprendre, respecter, soutenir et explorer. Alors, parlons de l'identification. Je le dis souvent, donner un nom à une émotion, c'est un moyen de prendre acte de ce qui se produit au cours de la rencontre. Je me demande si vous ne ressentez pas de la colère. Vous me paraissez en colère. Je constate que vous levez la voix. Je pense que vous craignez que le cancer ne soit réapparu. Tous ces éléments font passer l'émotion du sous-conscient au conscient, de sorte qu'on puisse en parler ensemble. Comprendre, éviter de rassurer. Je crois que vous me dites que vous êtes inquiet de l'effet de la chimiothérapie sur vos enfants. Je crois que vous me dites que vous êtes inquiet des visites récurrentes aux urgences. Je ne peux pas m'imaginer ce que c'est de X, Y ou Z. Respect. La légitimation et le respect des émotions du patient sont une étape importante pour montrer son empathie. Et c'est très important d'ajuster l'intensité de votre légitimation à l'intensité émotive du patient. Ça peut être non verbal. Ça peut tout simplement vous rapprocher physiquement du patient. Mettre votre main sur son épaule. Accepter le silence. Et par exemple, des mots dont vous pouvez vous servir. Je suis très impressionnée par la façon dont vous avez pris soin de votre mère pendant sa longue maladie. Vous avez été une bénédiction pour elle. Le soutien. Évidemment, cela peut prendre plus d'une forme. Exprimer son inquiétude, formuler sa lecture de la situation, exprimer sa volonté d'aider, signaler son intention d'agir en partenariat avec le patient. On travaille ensemble. Et surtout, reconnaître les efforts déployés par le patient pour composer avec cette situation. Et de
toute grâce, évitez d'essayer de tout arranger. Car à moins que vous me disiez le contraire, je ne pense pas que quelqu'un qui participe à cet appel puisse me dire qu'il a une solution magique qui permettra à quelqu'un qui a une MPOC avancée de vivre une vie extraordinaire. Ce que vous pouvez promettre, simplement, c'est de les accompagner tout au long de la maladie, quoi qu'il advienne. Et ça, à mon avis, c'est le message le plus important pour les patients et leurs familles. Et si vous ne pouvez pas les accompagner, assurez-vous que quelqu'un puisse le faire. Car une des grosses craintes qu'on entend, c'est l'abandon. Le patient craint d'être abandonné au fil de l'évolution de sa maladie. Et enfin, explorez. Liez le je du clinicien au vous du patient. Mettez-vous dans la peau du patient et communiquez cette compréhension. Par exemple, je sens que les résultats de la tomodensitométrie vous bouleversent, par exemple. Avant de vous céder la parole pour entendre vos questions, nous allons parler de l'importance de l'évaluation des styles d'adaptation, des modes d'adaptation du patient. C'est un peu simpliste et d'ailleurs, certains de mes collègues qui participent à l'appel connaissent mieux la littérature psychosociale que moi, mais essentiellement, on peut scinder tout le monde en deux styles d'adaptation. D'abord, les observateurs qui cherchent plus d'informations pour les aider à gérer leur situation. Et enfin, les directs, c'est-à-dire les gens qui évitent l'information, se détachent et choisissent le déni. Et je présume qu'on a vu ces deux types de patients. On a rencontré deux types de patients, des patients qui sont dans le déni, qui ne reconnaissent pas que les choses ont véritablement mal tourné ou ne comprennent pas. Et il est important de reconnaître ces deux types de patients, surtout ceux qui sont vraiment aux extrêmes de ces modes. Car chacun de ces modes exige une stratégie différente de communication. Alors parlons d'abord des observateurs, car ils sont un peu plus faciles quand même. Les observateurs veulent planifier à l'avance. Ils se concentrent véritablement sur le problème. Et ce qui se passe du côté des observateurs, c'est que souvent, ils se heurtent à un mur lorsque les options de traitement axées sur la maladie ne sont plus possibles. Alors ici, vous avez les énoncés NURSE qui sont de plus en plus importants, c'est-à-dire qu'il faut limiter la recherche d'informations et se concentrer davantage sur la légitimation des émotions, plutôt que de continuer sans cesse d'approfondir les renseignements disponibles. Ça devient vraiment trop bouleversant. Ensuite, vous avez les directs. Les directs, ils sont un peu plus complexes, car ce sont eux qui évitent la planification pratique. Ce sont les personnes qui, en dépit de tous vos efforts, ne vont sans doute pas s'adonner à des conversations sur la planification préalable des soins. Et d'ailleurs, ce sont eux qui vont compter sur les mandataires à la fin de leur vie. Pour ce groupe, il faut véritablement contenir les émotions et passer à l'information et à la planification pratique. C'est là que vous vous servez du demander, déclarer, demander. Et d'ailleurs, il peut être difficile de surmonter le déni jusqu'à ce qu'on arrive à un très fort degré de confiance avec ce groupe de patients en particulier. Et la réitération des énoncés NURSE, cette réaction très empathique, pourrait être inefficace. Alors, on revient à l'approche demander, déclarer, demander. Donc, avant de passer à vos questions, et délibérément, j'ai été rapidement pour que l'on puisse entendre vos questions et interagir. Mais j'aimerais quand même revenir, je vais de nouveau appeler Jennifer sur la sellette, j'aimerais revenir au scénario antérieur, mais cette fois-ci, plutôt que d'être le médecin typique, je vais vous présenter comment les choses auraient pu se produire. Alors, dans ce cas-ci, je veux que vous écoutiez pour entendre le demander, déclarer, demander, la légitimation de l'émotion, la réaction empathique. Et est-ce que des énoncés NURSE ont été utilisés dans le scénario? Alors, je vais revenir à notre interaction et j'espère que ça ira mieux cette fois-ci. Jennifer, vous êtes prête? Jennifer Verma, oui, je suis prête. Alors, on recommence. Madame Clark, comment allez-vous?
depuis notre dernière rencontre de tomodensitométrie? Très bien, merci. C'est pas ce que vous deviez dire, mais enfin. D'accord. Jen Verma. Ah, excusez-moi, Sean, je pense pas que j'ai le texte. C'est pas grave, je vais le lire moi-même. Je l'ai déjà lu, alors je vais le faire moi-même. Bon, alors on recommence. Comment allez-vous depuis la dernière tomodensitométrie? Eh bien, en vérité, je suis un peu nerveuse. Vraiment nerveuse? Alors on reconnaît l'émotion, on la légitimise. Oui, j'ai eu du mal à dormir hier, je pensais à tout ça. Eh bien, vous savez, attendre des résultats, ça peut vraiment être très difficile. Oui. Alors parlons de la tomodensitométrie, d'accord? Vous demandez la permission. Oui, bien sûr. La tomodensitométrie montre quelque chose de sérieux. Le cancer est de retour. Il y a 5 nouvelles zones de cancer. Alors, très clair, 3 éléments de nouvelles, pas de jargon médical, très clair. Oh Seigneur, comment ceci a-t-il pu se produire? Là, tout ce que le médecin fait est attendre. Il accepte le silence. La patiente de nouveau, comment cela a-t-il pu se produire? C'est un choc pour moi aussi. J'espérais vraiment qu'il n'y aurait plus de cancer. Mais je ne comprends pas. J'ai fait toute la radiation, la chimiothérapie, j'ai adopté des modes de vie plus sains. Je pense que vous avez tout fait ce qu'il fallait. Tout ce que vous pouviez pour éviter ça. Je suis vraiment très déçue aussi. Que vais-je dire à mes enfants? On va travailler avec vous. C'est difficile de parler à vos enfants et c'est très important. Bon, d'accord. Et qu'en est-il du traitement? Bien. Parlons du plan. Je serai avec vous. Je veux que vous le sachiez. Alors, pourquoi ne pas examiner nos possibilités de traitement? Alors, une approche complètement différente, un résultat complètement différent, et pourtant, les deux intérêts ont été respectés. Le médecin a pu communiquer ses renseignements, le patient, la patiente dans ce cas-ci, s'est senti épaulé et ils ont évolué ensemble. Alors, c'est la fin de mes remarques formelles. Je suis prêt à répondre à vos questions ou à vos observations si vous le souhaitez. Jen Verma, merci Sean, c'était vraiment très utile. Graham Rocker dit que ce serait utile si Cathy pouvait parler de l'établissement de la confiance pour ouvrir la voie à la planification préalable des soins. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans la boîte de dialogue ou vous pouvez le faire au téléphone en appuyant sur étoile 1 et on pourra entendre votre question verbale. Alors, j'ai deux questions. Une qui provient d'une conversation que nous avons eue avec quelques équipes ce matin. Pour revenir à ce que vous disiez sur Spikes, les équipes à qui on parlait disaient qu'elles commencent à recruter des patients dans un programme comme Inspired, qui signifie des visites à domicile, après que le patient ait accepté de participer au programme. Et dans un cas, le patient a dit, oui, je veux faire partie du programme, mais appelez-moi. Je ne veux pas avoir des rencontres à domicile. Je ne suis pas prêt à ce stade. Si vous voulez des conversations au téléphone concernant l'autogestion, les objectifs de soins et ainsi de suite. Et je me demandais dans quelle mesure ça aura une influence sur la réussite. Si vous essayez d'avoir ces conversations au téléphone plutôt qu'à domicile. Dr. Morrison, eh bien, la première chose que je dirais, c'est dites-moi pourquoi vous voulez avoir la conversation au téléphone. Car c'est inhabituel pour nos patients d'abandonner du temps en personne avec un clinicien. Alors, ma réaction initiale serait, est-ce une question de confiance? Alors, j'essaierai d'approfondir la question. Est-ce que le patient euh, a une explication? Vous savez,
On peut dire, par exemple, écoutez, on trouve utile de se rencontrer en personne, vous êtes réticent apparemment, dites-moi pourquoi. On peut dire, parfois c'est difficile de communiquer au téléphone, pouvez-vous me dire pourquoi? Enfin, est-ce que ce serait possible si on s'asseyait brièvement pour en parler? Et si la réponse est véritablement non, dans ce cas, je dirais très clairement au téléphone que je suis là pour épauler le patient et j'accepterai de le faire au téléphone histoire d'établir une relation. Jen Verma. Kathy, Graham, vous pouvez nous donner votre opinion si vous le souhaitez. Kathy Simpson. Je suis d'accord avec Sean à 100%. Ma première réaction serait de déterminer pourquoi un patient ne serait pas à l'aise d'accueillir quelqu'un chez eux. Peut-être qu'il y a quelque chose à la maison, peut-être qu'ils ont honte, enfin, je ne sais pas, mais j'essaierai de le déterminer. Et ensuite, comme le disait le Dr Morrison, j'essaierai d'avoir une rencontre en personne, que ce soit par exemple au cabinet s'ils sont plus à l'aise ou ailleurs. Graham Rocker voulait que je fasse des observations sur l'établissement de la confiance avant la planification préalable des soins. Eh bien, le Dr Morrison a déjà parlé de la communication dans ce sens, mais en ce qui nous concerne, dans le cadre de l'élaboration de notre approche, lorsqu'on a fait les visites à domicile, la personne qui le faisait, par exemple le travailleur de soins spirituels, prenait le temps pendant la première visite pour permettre aux patients et à la famille de s'exprimer. Donc, on les encourageait à s'exprimer. On posait des questions sur leur expérience de la maladie, sur ce qu'ils ont vécu, comment la vie a évolué, si ils ont un récit à nous raconter aux 3 niveaux, comme le disait le Dr Morrison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça représente pour le patient? Donc, il s'agit de tâcher de comprendre leur situation et ensuite parler de leurs craintes et de leurs espoirs. Très souvent, je dis que le déni, c'est un mécanisme de défense. Très souvent, les patients se servent du déni jusqu'à la fin. Je n'appelle pas ça le déni d'ailleurs. Je dis qu'ils ont des espoirs différents. Bon, je n'ai pas besoin d'avoir les mêmes espoirs que le patient à qui je rends visite ou la famille pour travailler avec eux. En tant que clinicien, vous savez peut-être comment la trajectoire évoluera, que le patient souhaite l'admettre ou non, ça lui revient. Et si pour ce patient, il est préférable de ne pas y croire, eh bien, vous travaillez avec un mandataire ou quelqu'un d'autre. Mais ce que Darcy et Jillian vous diraient, puisque ce sont eux qui ont fait la planification des préalables des soins dans le cadre d'Inspired, c'est que lorsque vous passez ces 45-50 minutes, ou quelle que soit la durée, pour entendre et encourager le patient à raconter son récit, et que vous tâchez de comprendre ce que cela représente pour eux, quelles sont leurs craintes, quels sont leurs espoirs, comment les choses touchent la famille, eh bien, à ce stade, ils reconnaissent que vous vous inquiétez suffisamment d'eux pour tâcher de les comprendre. Et ce sera plus facile pour eux d'accepter la planification préalable des soins. Ils verront que c'est un moyen de leur offrir de meilleurs soins. Et d'ailleurs, le Dr Morrison en a parlé tout au long de son exposé. Graham Rocker. Eh bien, je reviens à toutes ces conversations que j'ai eues aux soins intensifs, par exemple, quand on a de très mauvaises nouvelles à signaler. Par exemple, le retien des respirateurs artificiels, par exemple. Et je suis tout à fait d'accord que, en pareille circonstance, le silence est véritablement une solution en or. On ne comprend pas le fardeau vécu par les gens qui se trouvent devant nous. C'est impossible. Kathy Simpson, je pense justement aux soins intensifs. Vous rappelez-vous, Dr. Rocker, on avait aux soins intensifs un patient chez qui le personnel voulait vraiment retirer le respirateur artificiel et la famille était fâchée, n'était pas d'accord. Et la seule chose qu'il fallait faire, en fait,
c'était de leur donner la place pour nous dire qui était leur mère. Et ils voulaient parler de leur mère, ce qu'elle aimait, qui elle était. Et une fois qu'ils ont pu en parler, on a pu trouver un terrain d'entente, à savoir pourquoi elle accepterait peut-être d'être débranchée. Graham Rocker, oui, si je me rappelle bien, au final, la famille a même réalisé que la mère n'aurait sans doute jamais voulu ce soutien, cette assistance à la vie. Alors, c'est un exemple de, de cas où il faut donner la place et le temps aux patients pour qu'ils puissent décrire, et à la famille d'ailleurs, décrire leurs émotions et leur expérience. Donc, dans ce cas-ci, la MPOC et son évolution. Jennifer Varma, laissez-moi vous poser une question. Vous parlez de l'importance de la place et du temps. Bon, on parle beaucoup de communication. Un peu plus tôt, le Dr. Morrison a parlé de données émotionnelles. Comment les équipes évaluent-elles leur cheminement? Car, vous savez, avoir des directives personnelles et en faire le décompte, ça ne correspond pas du tout au propos d'aujourd'hui. C'est vraiment insuffisant. Kathy Simpson. Ah oui, tout à fait. Sean Morrison. Eh bien, Jennifer, vous avez mis le doigt sur un enjeu important pour nous dans le domaine ou à titre de groupe de prestataires qui dispensons des soins aux personnes gravement malades, c'est que nous n'avons pas encore de bonnes mesures afin d'évaluer ce qui est vraiment, véritablement important, c'est-à-dire les objectifs, les valeurs du patient sont-elles identifiées? Sont-ils connus de l'équipe de traitement? Est-ce que le traitement est assorti à ces objectifs? Et les résultats sont-ils ce que souhaite le patient et sa famille? Donc, c'est très difficile de prodiguer ce genre de conseils. Comme disait Kathy Simpson, compléter un document, remplir un document ou avoir une directive avancée, oui, ça peut être important, mais ça n'est pas une très, très bonne mesure de la satisfaction du patient. Donc, du point de vue de l'amélioration de la qualité précoce, certaines des approches pourraient permettre une standardisation des conversations. Par exemple, l'équipe de soins palliatifs ici utilise un gabarit, un modèle. Donc, si on a une rencontre avec la famille, on passe en revue les éléments clés qui ont été abordés dans la rencontre, de quoi on a parlé, et ce qu'on souhaite réaliser, de sorte que il existe une documentation bien au-delà d'une conversation élémentaire. On s'en sert comme mesure de processus. Mais c'est très difficile. Vous savez, les choses comme les visites involontaires aux urgences, c'est une bonne mesure pourvu qu'on ait le soutien dans la communauté à l'effet que le seul moyen pour cette personne de trouver de l'aide, c'était d'appeler le 911. Donc, si certaines des équipes ont des idées d'ailleurs à partager sur ce plan, je serais très heureux de les entendre. D'ailleurs, à la commission conjointe que vous connaissez peut-être sans doute, même au Canada, la semaine dernière, on a parlé de cet enjeu précis, de ces mesures. Jennifer Varma, oui, tout à fait. Et tout ce que vous pouvez partager intéressera beaucoup notre auditoire aussi. Kathy et Graham, avez-vous quelque chose à rajouter? Et ensuite, je vais arriver à Janice et Corey qui vont nous parler de leur expérience dans le domaine des soins palliatifs. Kathy Simpson. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que disait le Dr. Morrison. J'ai toujours été d'accord que la conversation doit se produire naturellement. Qu'on en ait un document ou non à la fin, enfin, ça aide d'avoir un dossier sur les objectifs, les valeurs du patient pour orienter les soins. Et lorsque j'ai des conversations, j'essaye de le faire comprendre aux patients ou aux familles. Et je le fais dans les groupes de réadaptation pulmonaire. Généralement, j'ai une séance avec eux. Et les patients sont tout à fait d'accord avec l'idée de la séance. Ils ont toutes sortes de questions, ils sont mobilisés, ils apprécient beaucoup. Donc, ça me sidère toujours, dans une certaine mesure, qu'on soit si réticent de discuter avec les patients de ce genre de choses. Et comment on le documente
s'agit d'une directive personnelle, d'une forme ou l'autre. C'est une mesure bien faible de nos résultats en ce sens. Graham Rocker, non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. J'aimerais bien savoir ce que Janice a à nous dire. Jennifer Verma, très bien. Alors, on va demander à Janice et Corey d'intervenir. Et ensuite, je vous dirai ce qu'on a prévu pour le reste de l'appel. Cassie nous donnera un aperçu de l'appel sur les soins spirituels. Il nous reste environ 15 minutes. Alors d'abord, Janice et Corey. Janice Richmond. Alors, par voie d'introduction, pour présenter le thème de la planification préalable des soins, j'aimerais dire qu'en Alberta, c'est exigé par la loi qu'on ait des objectifs de soins. Donc, tous les prestataires de soins doivent avoir cette conversation. On essaie très fort de le faire en dehors de l'hôpital, en cabinet médical, à domicile, à l'extérieur des urgences, des soins intensifs et du cadre hospitalier. Et ensuite, il y a un document de suivi d'AHS de cette conversation. Chaque fois que cette conversation a lieu, on rajoute aux notes antérieures. Donc, c'est un document vivant. Il y a une feuille qui établit les objectifs de soins et ensuite, il y a de la place sur le formulaire pour préciser les préférences du patient, des précisions sur leur volonté, les exceptions. Et sur un autre morceau de papier, on dit qui a participé à la conversation, où cette conversation a eu lieu et quels sont les éléments clés abordés lors de la conversation. C'est une conversation difficile à avoir pour beaucoup de patients. J'estime que très souvent, les patients de MPOC ne sont pas courants, qu'ils vont mourir de la maladie. Ils se disent, ah, je pourrais mourir bientôt. Et c'est vraiment frustrant de ne pas pouvoir avoir une réponse à leurs questions quand ils disent combien de temps est-ce qu'il me reste. Comme on le sait, ce n'est pas clair dans la MPOC par rapport à d'autres maladies plus virulentes. Quoi qu'il en soit, ma question préférée est, bon, je reviens à l'état médical et ma question préférée est, quand viendra le temps de mourir, à quoi voulez-vous que votre mort ressemble? Car je trouve que les patients et les familles vous donneront plus de renseignements dans ce contexte afin que je puisse les aider à déterminer leurs objectifs de soins. Beaucoup mieux que si je dis, est-ce que vous voulez être réanimé? Est-ce que vous voulez être intubé? Ça, ce n'est pas une conversation utile. Qu'est-ce qui est important pour vous en fin de vie? À quoi voulez-vous que votre décès ressemble? Où voulez-vous mourir? Avez-vous pensé à ces choses? Avez-vous des questions? Parlez-moi de vos craintes. Quand vous demandez à quoi voulez-vous que votre mort ressemble, le moment venu, et vous permet de poser toutes sortes de questions et d'établir les préoccupations du patient qui mèneront à une bonne planification préalable des soins et à de bonnes décisions. C'est ce que je voulais dire au groupe. Jennifer Verma. Corey, avez-vous quelque chose à ajouter? Corey Paul. Oui, j'ai quelques réflexions. D'abord, c'est un véritable plaisir d'entendre les conférenciers et de recevoir les questions. Toute la question de la clientèle MPOC et le chevauchement avec la population des soins palliatifs et de fin de vie, c'est une conversation très importante et nous avons beaucoup de travail à faire en ce sens d'ailleurs. On aime avoir des conversations sur la planification préalable des soins et on veut que les gens sachent qu'ils ont des choix, même s'ils prennent des décisions maintenant. On veut leur dire qu'il est possible pour eux de revenir sur ces décisions ultérieurement. C'est très important pour les gens de le savoir lorsqu'ils envisagent un décès dans leur communauté ou dans leur domicile. Certaines des autres questions qu'il faut envisager lorsqu'on pense à la population des soins
palliatifs et le groupe atteint d'une MPOC, c'est qui sera en fait un client de fin de vie palliatif, qui sera, si vous voulez, admissible à ces services et comment arriver à cette détermination. Donc, à quel moment passe-t-on d'un diagnostic de MPOC avancé à un diagnostic de soins palliatifs? Qui doit prendre cette décision? Quels sont les éléments de données précurseurs qui déplaceraient le patient d'un côté du continuum vers l'autre? Et je pense toujours qu'il existe beaucoup de zones grises dans ce domaine, car nous avons des clients qui ont une MPOC avancée qui ne sont pas envisagés pour un programme de soins palliatifs. Et il faut se poser la question, pourquoi? Et plus on s'approche de comprendre ce qui devient le point de basculement, plus on deviendra objectif et qu'on pourra partager ces renseignements avec nos collègues. Je veux également déterminer lors de mes rencontres quelles sont les ressources des clients qui vivent avec un diagnostic de MPOC et quel est leur niveau d'accès à des ressources pour des soins palliatifs et de fin de vie. Dans les centres urbains et dans les centres ruraux, c'est différent. Dans la province de l'Alberta, il existe une occasion extraordinaire car il semble, à la lumière des recherches que j'ai faites, que les travailleurs du milieu des soins palliatifs ont plus de marge de manœuvre qu'ailleurs. Mais ils ne le font pas seuls ou simplement avec des pneumologues. Ils le font avec le soutien d'un grand nombre de professionnels dans la communauté. Ce qui m'amène à ma dernière observation, c'est qu'avec toutes ces personnes qui entrent et sortent du domicile et qui s'adonnent à des soins collaboratifs pour des soins palliatifs et de fin de vie, il faut travailler très fort pour aider le client et la famille à comprendre ce que souhaite la personne et quel est le rôle de chacun des intervenants qui se présentent chez elle, quelle est la limite de son rôle et où commence le rôle de l'autre intervenant. Car souvent, ça crée énormément de confusion chez le client. Et commencer à déterminer le rôle de chacun des membres de l'équipe, cela permet d'alléger ces difficultés. Et enfin, une dernière observation. Un des clients qui a choisi de rester dans la communauté et de mourir chez lui m'a rappelé d'une phrase qu'on entend dans Le Magicien d'Oz lorsque Dorothy claque des talons et dit qu'elle veut rentrer chez elle, que rien ne se compare à chez elle. Certains clients m'ont dit cette chose en particulier, c'est-à-dire que rien ne se compare à chez eux. Donc, tant qu'on peut leur fournir les soins dont ils ont besoin à domicile, ils préfèrent mourir chez eux. Jennifer Verma, merci Janice. Nous allons passer à Kathy Simpson, car Kathy nous parlera d'une conversation qui a eu lieu lors d'un appel d'affinité sur les soins spirituels. Nous avons eu 2 appels qui ont été animés par Kathy. Elle nous parlera des messages clés et cela terminera l'appel. Nous avons quelques annonces à la fin de l'appel et un sondage à vous faire remplir. Kathy Simpson. Alors, je vais très rapidement les passer en revue, car vous le savez sans doute. Alors, d'abord, je souhaite signaler que dans la planification préalable des soins, il est important de faire les choses convenablement. Une mauvaise planification préalable des soins est pire qu'aucune planification préalable des soins. Vous le savez, à la lumière de ce que nous disait le Dr. Morrison, qu'il faut être apte à communiquer. Si personne n'a la compétence pour bien communiquer avec le patient, comprendre quel est son degré de préparation à entendre la conversation, à avoir la conversation, quel est son mode d'adaptation, il est préférable de laisser cette conversation de côté. Comme il est sans doute préférable de ne pas essayer d'avoir un rôle de soin spirituel au sein de l'équipe si on n'a pas quelqu'un qui est formé pour occuper le poste. Donc, c'est la CCS qui s'occupe de la formation. C'est tout un programme d'ailleurs. Et donc,
les compétences dans ce contexte concernent surtout l'écoute, la communication et la pratique auto-réflexive. Alors, il est important que quelqu'un de l'équipe suive la formation si on n'a pas de praticien en soins spirituels existant. Lors d'un des appels d'affinité, le praticien de soins spirituels ne recevait pas beaucoup d'aiguillage. Dans le programme Inspired, on ne le voit pas comme un aiguillage. C'est-à-dire que le praticien des soins spirituels voit tous les patients qui sont vus par l'inhalothérapeute. Donc, ça fait partie de du rôle. Donc, en ce qui nous concerne, le praticien de soins spirituels a un rôle aussi important que le rôle des cliniciens. Et donc, cette personne fait partie de l'équipe. Et cette personne doit avoir tous les patients qui sont inscrits au programme. Ensuite, on pense qu'il est important de tenir compte du fait que le patient et sa famille sont une seule unité. Un article a été écrit par Green où il est question des soins centrés sur le foyer plutôt que le patient. J'aime bien ça. Il n'y a aussi rien d'immuable dans les visites à domicile. L'objectif, c'est d'identifier les buts du patient et l'écoute active est le moyen et l'intervention clé. Il existe des recherches qui appuient le fait que lorsqu'on écoute activement, convenablement, l'expérience de soins est améliorée et que cela a un effet de guérison d'ailleurs sur le patient et sa famille. Et dans le cas d'Inspired, on s'assure de nous concentrer sur l'expérience du patient. Il faut faire avec les ressources dont on dispose. Bon, Inspired, comme il est à Halifax, il n'est pas pareil ailleurs et ça a été dit depuis le début. Donc, déterminer comment utiliser les soutiens de soins palliatifs, les inscrire dans votre approche, à mon avis, c'est très important. On sait que tous les patients vont s'empirer avec le temps et donc, il est important de les aider préalablement à faire face à la fin de leur vie. On s'est posé la question, pourquoi les soins palliatifs ne font-ils pas partie de l'approche standardisée, de sorte que lorsqu'il y a intensification des symptômes, un aiguillage vers les soins palliatifs serait naturel. Il n'aurait pas besoin d'y avoir accès s'il souhaitait ne pas le faire, mais ça serait accessible aux besoins. Alors nous travaillons avec les services palliatifs afin de reconnaître quand il est temps de leur céder la place. Et je pense aussi qu'il faut travailler dans toute la portée de notre champ d'activité. C'est rarement le cas. Très souvent, on reste dans les limites de ce avec quoi on est à l'aise. On ne cherche pas à transcender les frontières de notre pratique habituelle. Il ne faut pas aller au-delà du cadre de notre pratique, mais exercer dans toute la mesure de notre formation. Très souvent, on oublie que c'est le praticien en soins spirituels qui est le plus à même de reconnaître les difficultés du patient. On devrait faire pareil. Par exemple, il faut apprendre à reconnaître les symptômes les plus courants chez la population qu'on dessert, comme par exemple la dépression, et quand il faut aiguiller le patient vers un autre professionnel. Donc, il est important véritablement de trouver un collègue vers qui aiguiller le patient lorsqu'on constate ces symptômes. Et enfin, je vous dirais, il faut absolument essayer d'arrêter de tout arranger. Surtout lorsqu'on parle de maladies complexes, comorbides, il faut arrêter d'essayer de réparer et simplement accompagner le patient, sa famille et nos collègues afin d'alléger la souffrance. Alors voilà. Jennifer Verma, merci Cathy. Eh bien, évidemment, si vous avez des questions, nous continuerons de les prendre dans la boîte de dialogue et nous ferons le suivi auprès de nos conférenciers par la suite. Alors, nous allons lancer notre sondage. Alors, je vais rapidement passer en revue ces questions. Donc, la première. Ce webinaire a accru ma connaissance de l'impuissance du clinicien. Deuxièmement, ce webinaire a accru ma compréhension des moyens de créer une structure propice aux conversations difficiles. Troisième question, ce webinaire a accru ma connaissance des divers outils de communication et des feuilles de route pour faciliter les conversations difficiles. Ensuite, on veut votre satisfaction dans son ensemble par rapport au webinaire et je suis également prête à prendre vos commentaires et vos suggestions. Et je noterai que Graham a affiché un commentaire, il a dit
il faut prendre bien soin de faire une distinction entre palliation, soins palliatifs et soins de fin de vie. Ce sont des concepts difficiles à départager. D'ailleurs, il en sera question vendredi prochain. Et d'ailleurs, Janice nous signale aussi que les spécialistes en soins palliatifs sont à l'aise avec les maladies qui ne sont pas agressives et ont du mal avec les maladies comme la MPOC où le pronostic est beaucoup plus nébuleux. Alors, 6 personnes ont réagi. Si quelques-uns d'entre vous pouviez continuer de répondre au sondage, on essaie de le faire plus tôt que vous l'envoyez par courriel. On essaye depuis quelques webinaires de faire des sondages en direct. Alors, je vous donne un petit instant pour continuer d'y répondre. Et rapidement, je vais souligner les activités à l'horizon. Évidemment, cette séance sera disponible sur la plateforme d'apprentissage en ligne. Il y a un webinaire sur les mesures qui aura lieu le 13 avril prochain. Et notre prochain webinaire de contenu ne sera pas avant le 4 juin. Cela dit, nous allons prévoir un webinaire sur l'écoute active et les moyens de s'en servir pour écouter les narrations, les récits des patients en vue de l'amélioration de la qualité. Et donc, ce webinaire devrait avoir lieu au mois de mai. Mais si vous avez des questions, des observations, entrez en contact avec Megan Rossiter qui a participé à l'appel d'aujourd'hui et je vais prendre un petit instant pour remercier tous nos conférenciers. C'est vraiment extraordinaire de vous avoir entendu, d'avoir entendu l'expérience de vos équipes. Merci à Kathy, Graham, Sean de vos propos. On apprécie beaucoup le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Et cela conclut l'appel d'aujourd'hui. Nous nous réjouissons de vous retrouver la prochaine fois. Excellent après-midi à tous. Le téléphoniste. Mesdames et messieurs, ceci conclut votre appel. Merci de votre participation. Vous pouvez à présent raccrocher.